Toutes nos salutations à vous tous, chers fidèles téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour nous de vous tenir compagnie à travers ce numéro 4 de Forum des médias. Notre souhait le plus ardent serait que vous puissiez le suivre dans les meilleures conditions. Mais commençons par vous présenter la composition du plateau, en commençant par la droite avec... C'est Mami Abongo, je suis analyste politique. Mami Abongo, analyste politique. Bonsoir directeur, moi je suis Aldarish Liboya, président national de la Ligue de jeunes du Mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. MLC en cycle, avec la jeunesse du MLC. Bonsoir Noël, bonsoir chers téléspectateurs. C'est Simon Adrien Kalinga, le porte-parole de l'UDPS Tshisekedi. Porte-parole UDPS Tshisekedi. Ainsi, nous passons à notre gauche et nous rencontrons Robert Ngambi, secrétaire permanent adjoint et membre du bureau politique au Parti Lumumbiste Unifié Palo. Oui. Carlos Semopili, je suis président de la société civile VD Kinshasa et aussi coordonnateur national et porte-parole de l'EDCA, c'est-à-dire la société civile électorale. Société civile électorale. Ok. Et puis nous terminons avec... Professeur Ngonzo Loué Sikouche, je suis professeur d'université spécialisé en économie de l'environnement et je suis membre du conseil consultatif scientifique de la Commission économique des Nations Unies dans son programme Changement climatique pour le développement. Professeur Gonzo. Ceci dit, voici les sommaires. Enseignement supérieur et universitaire. L'année académique 2021-2022 sera-t-elle sauvée ou serait-elle déclarée année blanche? Dans ce même secteur, l'application des systèmes MLD, la République démocratique du Congo serait-elle à même d'entrer de plein pied dans ces nouveaux systèmes? C'est de cela que nous allons analyser tout de suite. Aux affaires étrangères de la République démocratique du Congo, les rideaux sont tombés sur la 12e conférence diplomatique à laquelle presque la totalité de nos représentants à travers le monde avaient pris part. Comme vous le savez, les thèmes dominants de cette dernière étaient la diplomatie des développements, selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il est aussi question, dans ce numéro, de mener une réflexion sur notre machine électorale, CENI donc. Le moteur tourneront ou il serait quelque peu grippé. Les analystes présents autour de cette table vont sans doute nous proposer quelques pistes pour nous permettre de savoir à quoi nous devons nous en tenir. On dira un petit mot sur le mois de la femme, cette compagne de tous les temps que Dieu nous a donné depuis Adam. Voilà les plats de ces numéros et faisons honneur à la femme. C'est mois de la femme. Madame Angèle est en voyage. Elle est à Zanzibar aujourd'hui dans une conférence organisée par les Nations Unies. Elle doit être primée là aussi. C'est un grand honneur pour la femme congolaise. Oui, la femme congolaise ne passe pas son temps à dormir, mais elle se met au travail parce qu'elle a un rôle important à jouer dans la société. Et le thème qui a été retenu pour cette année, c'est promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de changement climatique et de réduction des risques de catastrophes. Et l'élément important, c'est la promotion de l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, mais vous avez des thèmes, il y a le thème international qui va aussi dans ce sens parce que le thème national provient du thème international. Vous avez les deux thèmes, non? Oui.
Celui de l'international dit réalisation de l'égalité du genre et avancement de toutes les femmes et les filles dans les contextes des politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques catastrophiques. Tandis que national dit promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans les contextes de lutte contre les changements climatiques et de réduction des risques de catastrophes. Bon, le contexte change parce que l'année passée, c'était dans le contexte de Covid-19 et aujourd'hui, c'est dans le contexte climatique. Mais ce qui est important, c'est l'autonomisation des femmes et des filles aussi, ainsi que l'égalité des sexes. Ça a toujours été le combat de la femme dans le monde, il y a plus d'un siècle aujourd'hui. Parce que quand une femme est autonome, elle peut avoir des ambitions. Quand une femme est autonome, elle peut oser faire quelque chose. Nous sommes en politique aujourd'hui. Quand une femme est autonome, elle peut compétir avec les hommes. Parce que dans les partis politiques, souvent, on ne donne pas une certaine... on ne favorise pas beaucoup la femme. Il y a des combats d'arrière-garde où la femme souvent a été sacrifiée. Mais lorsqu'il y a des manifestations, souvent nous voyons c'est décoré par les femmes. Mais quand il s'agit des partages des postes, c'est là que les Romains s'empoignent. Souvent la femme est mise de côté. Et il faut que le chef de l'État tape du poing sur la table pour dire que non, on ne doit pas oublier les femmes. Mais dans les partis politiques, dans les états-majors politiques, souvent, on ne tient pas du tout compte à la femme. Il faut qu'elle fasse du bruit pour se faire entendre. Elle doit passer à la télé, elle doit faire des marches, elle doit dire ceci ou cela pour qu'on la prenne en compte. Donc, il faudra que la femme soit autonome, financer sa campagne toute seule, n'est pas compter sur le parti politique. Et l'égalité des sexes, là, on réclame plus que les droits soient égaux, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les hommes. Parce qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont propices pour que la femme puisse les exercer. Que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police. Nous avons vu des femmes générales, des femmes colonels, que ce soit dans la maçonnerie, nous voyons des femmes, que ce soit dans la mécanique. Donc, aujourd'hui, tous les secteurs sont propices. Et l'égalité, là, nous la voulons, qu'on ne dise pas que voilà, l'homme a droit à ceci et pas la femme. Puisque eux tous, devant Dieu, sont égaux, nous voulons qu'en matière de traitement, que le traitement soit égal pour la femme et pour l'homme aussi. Et le combat, nous continuons ce combat-là jusqu'à ce que nous obtiendrons bien des choses. Mais en réalité, moi, il y a une question que je me pose. Si en Occident, les femmes peuvent dire, bon, on doit mener un combat pour l'égalité, mais est-ce que la Congolaise aussi entre dans cette danse-là? Puisque je pense qu'au Congo, diplôme égal, salaire égal. Alors qu'en Europe, diplôme égal, salaire différent. L'homme a un salaire différent de la femme. Et au Congo, depuis l'indépendance, la femme a toujours joué un grand rôle. Il y a des ministres d'État dans le gouvernement congolais. Il n'y en avait pas en Europe. Oui, bon. C'est une évolution positive que nous apprécions, mais on ne s'arrête pas là. Vous parlez de l'indépendance. À l'indépendance, il y avait combien de femmes? 4. Il y en avait combien? Mais celle les commissaires généraux que nous avions dans le temps, il y avait combien de femmes? On ne connaissait qu'une seule femme intellectuelle. Donc on a évolué et nous comptons maintenir cette évolution-là, qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans toutes les sphères. Mais l'égalité homme-femme ici au Congo, moi je pense que ça existe. Oui, oui, rapidement. Bon, je crois que sur le plan légal, la RDC, les Zaïre d'ailleurs de l'époque, était un très bon exemple en matière d'égalité de genre. Et d'ailleurs, à plusieurs conférences et sommets internationaux, on reconnaissait à la RDC le fait d'avoir la meilleure batterie sur le plan légal et réglementaire en matière d'égalité. Et vous l'avez d'ailleurs dit, au niveau du secteur professionnel et même politique, il n'y a pas eu de restrictions express de l'accès pour la femme en tout cas à divers niveaux. Mais il faut reconnaître quand même que la femme a dû supporter le poids
de certaines pesanteurs d'ordre, nous allons dire, d'ordre culturel. D'ordre culturel, voilà. Et il y a eu aussi des évolutions quand même aujourd'hui dans la culture congolaise. On admet qu'il ne faut pas seulement qu'on ait de l'éducation scolaire pour les garçons, mais il en faut aussi pour les femmes. Nous avons eu des évolutions comme celle qui veut qu'aujourd'hui, pour travailler, la femme n'a pas besoin de l'autorisation maritale. Et aussi d'ailleurs, quelque chose de très important, c'est la loi de 2006 qui protège les femmes contre les violences, les violences des diverses natures. Ça, c'est très important. Et pour rentrer dans le contexte du thème de cette année, nous n'ignorons pas que, avec tout ce que le pays a connu comme problème, la femme congolaise a pratiquement été le moteur de l'économie. Et ici, je ne vois pas l'économie au niveau macro, mais au niveau micro. Les domiciles, les ménages, s'il faut parler en termes économiques, les ménages ont été très soutenus par la femme, que ce soit en milieu urbain qu'en milieu rural. La femme congolaise représente aussi le peuple congolais. Aujourd'hui, on dit que la RDC doit impérativement œuvrer par rapport à la dégringolade sur le plan climatique que subit le monde. Mais il faudrait en tout cas que la République démocratique du Congo fasse aussi de son mieux pour qu'il y ait une compensation. Parce que ça a été dit ici, je crois, la semaine passée. Nous n'avons pas détruit l'environnement du monde, mais aujourd'hui, à cause de ce que nous sommes, on nous appelle d'ailleurs pays solution, on voudrait que nous puissions protéger le monde. Alors, ça veut dire pas d'utilisation de bois de chauffage, par exemple, alors que, vous savez, c'est pratiquement l'une des premières sources d'énergie utilisées au Congo. Nous avons l'agriculture dans les milieux ruraux. C'est l'agriculture qui fait vivre des familles. Et aujourd'hui, on vous demande pratiquement de baisser certaines activités pour protéger l'environnement. Et c'est la femme, parce qu'on dit que c'est la femme qui est au centre de l'économie aujourd'hui, en tout cas l'économie ménagère. Alors, il faudrait qu'on trouve des mécanismes pour que ce qu'on demande comme rôle à jouer à la femme retrouve ou rencontre une compensation d'une autre part. Parce que vous savez, directeur, aujourd'hui, précisons-le, il y a même des campagnes qui vont dans le sens de dire naissance désirable, limitation des naissances, parce qu'on veut protéger l'environnement. Alors, si c'est ça, si c'est cela, la République démocratique du Congo doit vraiment lutter pour que la femme congolaise, qui doit jouer un rôle important en matière de l'environnement, puisse rencontrer une certaine compensation ou certaines facilités qui lui permettent de continuer à jouer son rôle de moteur de l'économie ménagère et que les pays avancent dans ce sens-là. Ok, alors. Ngambi, oui. Bien, je pense qu'il arrive un moment où la femme elle-même sera appelée à prendre conscience que ça ne sert à rien d'avoir un narratif quotidien en termes d'égalité là où c'est un acquis. Lorsque vous êtes dans un environnement comme le nôtre, où toutes les possibilités, les garanties sont offertes à tous les êtres humains, masculins comme féminins, ce qui reste à faire, c'est un effort de chaque individu pour arriver. Vous trouverez les hommes pauvres, vous trouverez les femmes pauvres. Et ce qui a été plus acquis pour notre République, c'est de créer cet environnement où l'homme et la femme peuvent se battre devant le même droit, avec la même chance pour atteindre le même objectif du bien-être. C'est important. Je voulais aussi dire que lorsque chez nous, on parle beaucoup plus de pesanteur, les gens pensent que le pesanteur ne vient que de la coutume ou de nos coutumes. Mais par contre, le pesanteur le plus important vient de la religion, et la religion chrétienne. Or, beaucoup de femmes ont une foi ardente. Ceux qui peuplent, qui font plein des églises, même les jours ouvrables, ce sont pour plus les femmes.
Là, quand vous allez dans la religion, la Bible vous dit, je n'autorise pas la femme de prendre autorité sur l'homme. Car l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Et la Bible va interdire même à la femme de prendre parole dans l'assemblée. Si elle a même quelque chose à demander, qu'elle aille demander chez son mari à la maison. Mais où est-ce qu'elles sont pleines? Même le jour où nous devions travailler. Donc c'est cet environnement-là qu'il faut qu'à un moment, la femme elle-même prenne conscience. Parce que devant, comme vous l'avez dit, si vous avez le même grade chez nous, c'est le même salaire qu'on vous paye, ce sont les mêmes avantages qu'on vous paye. Il n'y a plus d'avantages pour l'homme qui défavorise la femme. Mais maintenant, le grand problème, c'est de sortir de ce seau, de se rendre compte que ce que je suis comme femme, ça me restera pour l'éternité. Je ne l'ai pas demandé. Et sortir de ce qu'on appelle le gêne, la honte qu'a la femme pour pouvoir affronter la société, affronter le milieu. Je le vois même pour nous qui sommes enseignants. Vous enseignez l'auditoire de 600, 800. Combien de femmes prennent le courage, les filles prennent le courage pour mettre le doigt? Rarement. J'ai vu une assistante qui avait une forme statopige, là, hein, et qui était retenue dans notre cours comme assistante. Mais elle devrait chaque fois écrire au tableau. Alors, elle se gênait par sa morphologie. Et quand elle devait écrire, elle devrait prendre une position pour ne pas donner le dos aux étudiants. Ça posait problème. Alors j'ai dit aux dames, ça vous n'avez pas demandé. Prenez conscience que c'est votre physionomie, comme vous avez un homme trapu, vous avez un autre géant, vous avez un autre de teint clair, un autre sombre. Pourquoi l'homme ne se gêne pas malgré sa forme? Mais la femme se gêne. Jusqu'à ce qu'elle a fui l'assistanat elle-même par le fait de sa forme physiologique. Ok. Donc, sur le plan politique, tout ce que nous demandons, nous qui gérons les partis politiques, c'est aux femmes de développer les ambitions. Ça, les gens crient sur le plateau de télévision. Mais nous peinons lorsqu'il est question de sélectionner des candidatures. Combien de femmes manifestent leurs ambitions? Mais rarement des femmes qui viennent pour pouvoir affronter l'électorat. Justement parce qu'elles n'ont pas les moyens. Les moyens aujourd'hui, les moyens... C'est pas le parti qui non, le moyen que tire l'homme, regarde. Aujourd'hui, j'ai discuté avec les femmes qui pensaient que nous tous, nous n'avons pas hérité les moyens de nos parents. Nous avons été aux études au même titre Daniel que vous. Saf avec quel moyen? Hein? Nous avons gagné, tu as un diplôme de licence, le même diplôme que moi. Tu as un emploi, le même emploi que moi. Mais qu'est-ce que... Moi, je tire les moyens ou comme homme pour prendre le risque que toi, tu ne peux pas prendre ce risque-là. Vous avez plusieurs extramuros. Que la femme ne peut pas faire ces extramuros. Elle se bat. Elle a des moyens, les maigres moyens d'ailleurs. Et moi, le maximum de moyens, je les tire d'où? Elle a ses maigres moyens et elle veut compatir en politique. Et là, dans les partis politiques, vous ne favorisez pas beaucoup les femmes. En les faisant quoi? Elles doivent faire du bruit. Elles doivent se faire entendre. Non, suivez madame. Okay, c'est vous appeler tout simplement, je termine par là, mesdames, directeur, vous appelez à la prise de conscience. Les postes politiques et même les hommes qui sont mous, ils méritent, comme Jésus avait dit. J'ai pensé à mon humble avis que le royaume de Dieu était réservé aux lâches. Mais le royaume est réservé aux violents. Toute la vie appartient aux courageux. Et donc, quand je prends les femmes courageuses, elles ne méritent même pas toutes les considérations. J'ai toujours donné l'exemple de Mme Eve Bazaïba, qui au MLC pouvait dire, je vais discriminer Mme Eve Bazaïba parce qu'elle est femme. J'ai toujours pris dans l'exemple de Marie-Ange Lukiana, Moufankolo, qui au PPRD pouvait se mettre debout pour dire, Moufankolo est femme. Elle prend ses attitudes de responsable d'être une femme, avec ambition, même titre homme, et elle s'impose. Okay. Ce sont des femmes qui veulent avoir des faveurs sous la table, sous le reste, qui pleurnichent chaque jour. Nous n'avons pas besoin, nous sommes là pour combattre. Vous combattez qui? Vous combattez qui? D'accord. C'est le mois de la femme. C'est le mois de la femme. Monsieur Simon voulait dire quoi, par exemple, sur... Merci, Noël, de la parole. Puisque nous sommes au mois de la femme. Oui. Personnellement, le débat d'égalité, je pense qu'il a toujours été un peu déplacé. Il ne s'agit pas d'égalité mathématique. Moi, je crois qu'il faut voir cette question-là sur le plan d'équité. Est-ce qu'on donne la même chance à la femme et à l'homme
devant leurs droits ou bien devant les privilèges. En tout cas, dans notre pays, cet effort-là est fait depuis longtemps. Moi, j'ai grandi avec des grandes sœurs qui ont fait, à l'époque, elles ont fait l'école normale et elles enseignaient à l'école primaire aux garçons comme aux filles, sans distinction, comme il y avait d'autres enseignants, hommes, ainsi de suite. Celles qui sont infirmières étaient infirmières dans le milieu d'infirmiers, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas... c'est un problème d'équité. Il faut reconnaître aussi que la nature humaine ne donne pas toujours les mêmes facilités à l'homme et à la femme devant certaines tâches. Même si on peut, à l'heure actuelle, on voit les femmes faire les métiers de militaires ou de policiers, mais il faut reconnaître qu'il y a certains moments, la femme sera moins favorisée que l'homme parce que sa nature de femme va la retenir quelque part. Voilà. Quand il s'agit dans un couple, vous voulez avoir un enfant, mais c'est la femme qui portera le bébé. Ça ne sera jamais l'homme parce que la femme déjà va commencer à porter la grossesse. Quand le bébé va naître, c'est la femme qui va s'occuper du bébé. Et s'il faut faire la garde des enfants à la maison, je ne pense pas que l'homme soit le premier candidat à cette fonction-là. Mais ce sont des charges liées à la nature de la personne qui vont l'éloigner de certaines responsabilités au niveau de la macro-société, qui ne serait pas seulement due à la mauvaise foi des hommes. Donc c'est lié à la nature. Donc ce n'est pas nécessairement la volonté des personnes qui ferait que pourquoi la femme reste à la maison. D'autre part, en termes de protection des personnes, quelles sont les personnes qu'on enverrait plus facilement au front, au danger? C'est plus les hommes que les femmes. Donc la femme restera toujours un peu à cette question-là, ou ce genre de problème. Elle sera la personne protégée plus que l'homme. Oui, parce que c'est lié à la nature. Okay. Donc, parlons plus d'équité que d'égalité. L'égalité, en tout cas, nos lois tendent à le faire. Et l'accès à des fonctions peut être aussi fait dans ce sens-là, mais la nature défavorisera un peu la femme compte tenu de sa physiologie qui fait qu'à certains moments, elle a des responsabilités que l'homme masculin n'a pas. Mais, professeur, vous ne pensez pas que les notions comme autonomisation de la femme, l'indépendance de la femme, l'égalité de la femme sont des notions qui, pour notre société, nous, Congolais, ce sont des notions qui dérangent? Bon, je pense d'abord que ça dérange comme tel pas. Mais je pense que ce sont des notions exotiques. Mais Simon vient de dire, il s'agit de l'équité sociale, en fait. Parce que dans les gens, il s'agit des rôles que chaque partie joue. La femme joue un rôle, l'homme aussi joue un rôle. Mais quand vous commencez à parler d'égalité, cela veut dire que les deux doivent jouer le même rôle. Moi, je pense que là, à ce moment-là, vous avez raison, ça dérange. Quand vous parlez d'égalité. Mais quand vous parlez d'équité, chacun joue son rôle pour l'harmonie ou le bien-être de la société. C'est une question qui a été souvent discutée, mais je pense qu'à Amadé Plata, 1977, la commission de Boutland a discuté de ça, en 87. En 92 également, à Rio, on a discuté de la même question. 97 à Johannesburg, 2000 à Johannesburg, on a discuté de cette question. Rio encore. Donc on discute de la même question à tout moment. Mais moi, je m'appelle toujours de ce que disait la directrice de la Banque mondiale, Jean, à Ottawa, à cette époque-là. Elle disait que quand elle est devenue directrice, elle a trouvé cette histoire, ce concept-là des anglo-saxons, gender mainstreaming. C'est-à-dire qu'il fallait pousser un certain genre à pouvoir soit dépasser ou égaler l'autre. Et c'était la femme qu'on devait toujours pousser. Mais elle s'est rendue compte que dans les pays où on poussait, c'était le cas de Bolivie, son pays, et du Kenya, les femmes qui avaient réussi la force ou le pouvoir commençaient à battre les hommes. Ils commençaient à tabasser les hommes. Alors, elle a dit que c'était négatif. Ce n'était pas le rôle de ces concepts-là. Les concepts avaient pour but de créer le bien-être des femmes dans la société. Et c'est pourquoi elle a dit qu'avec elle a inventé un nouveau concept. C'est lui de faire un partenariat entre les jeunes hommes et la jeune fille, de sorte qu'ils puissent grandir comme des collègues. Et plus tard, dans la société, ils vont jouer des rôles semblables pour le bien-être de la société. Alors, je voulais revenir sur le thème. Le thème est beaucoup plus sur l'autonomisation de la femme,
pour qu'elles puissent être en mesure de pouvoir se protéger et protéger aussi la famille face aux catastrophes. Il y a beaucoup de catastrophes, à part le changement climatique. Nous avons Covid. Et récemment, nous suivons la télévision en Ukraine. Les femmes sont souvent celles-là qui prennent soin des ménages, comme disait Aldrich. Il avait totalement raison. D'ailleurs, on a dit que dans l'indice de l'entrepreneuriat féminin, ce sont les femmes africaines qui sont les premières. Les femmes africaines. Ce qui signifie qu'en Afrique, déjà, de par notre tradition, la femme a déjà été responsabilisée. Elle a été déjà trop importante. Surtout nous qui sommes matriarcats. La femme, c'est quelqu'un de très important dans la famille. Et tout le monde a peur de l'attente. Mais il se fait que quand il y a catastrophe, la femme a tous les enfants, le poids des enfants avec elle. Nous pouvons fuir la guerre. Elle ne saura pas fuir avec tous ces enfants-là. Comment maintenant autonomiser cette femme pour qu'elle soit en mesure aussi de se protéger pendant un période de catastrophe? Le changement climatique, les effets sont souvent sentis par les femmes, parce que ce sont elles qui font l'agriculture, qui vont puiser de l'eau pour la famille. Et elles font beaucoup de choses dont dépend la famille. Mais maintenant, quand il s'agit de partager les bénéfices, on se rend compte que ce sont les hommes qui partagent les bénéfices. Ce ne sont pas les femmes. Donc c'est pourquoi ces femmes-là commencent maintenant à crier comme en Occident. Nous voulons aussi avoir le pouvoir de partager les gâteaux. Même dans l'héritage. Quand il y a héritage, souvent on laisse les jeunes filles derrière, on voit d'abord les garçons. Donc ce sont ce genre de questions qui sont en train de discuter. Et ça peut déranger toute une famille quand les vieux viennent et se discutent autour de la question de l'héritage. Et que vous commencez à dire non, d'abord cette fille, etc., etc. Et si ce n'est pas dans la culture, ça peut déranger. Mais je pense que nous faisons ça déjà. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est améliorer. Elle parle en termes de nombre absolu ou en termes de pourcentage. Mais je pense que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que est-ce que ces femmes jouent ces rôles-là? Elles les jouent bien. Comment maintenant les autonomiser de sorte qu'elles puissent être en mesure de pouvoir se protéger contre les catastrophes? C'est ça la grande question. Et je crois que nous pourrons encore discuter cette question encore plus tard dans d'autres conférences. Oui. Carlos, vous voulez ajouter un mot sur... Oui, je voulais joindre votre réflexion. Parce que votre réflexion, c'était au niveau de toujours ce que nous sommes victimes de la colonisation intellectuelle. L'Occident veut tout ce qui est occidentalisé et internationalisé. Donc, ce qu'on a connu aux États-Unis, en France, ça devient mondial. Or, ça, c'est faux. Il faut que lorsqu'on est intellectuel, universitaire, on doit faire un effort pour ne pas être nourrisson intellectuel. Alors, autre chose, c'est qu'il faut faire la part des choses entre la discrimination et la sélection. En droit, lorsqu'on parle de la discrimination, c'est-à-dire qu'il y a un régime de loi qui exclut une catégorie sociale. C'est comme dans l'Église catholique. La femme est exclue, elle est discriminalisée. Tu peux venir avec votre diplôme PhD en théologie à l'Église catholique, tu ne seras jamais ordonné prêtre. Ça, c'est la discrimination. Catholique de Rome, et ça, c'est catholique qui vient de Rome. Oui. Mais, par exemple, en Afrique, nous avions des fées Mama Olang, on avait des Kimpavita, on acceptait que la femme africaine peut diriger. Mais ce que mon collègue Robert vient d'évoquer, c'est ça la culture européenne occidentale. Et quand maintenant la femme africaine veut joindre cette élite, alors qu'elle, elle était en avance, quand moi je suis dans la société civile, je forme les filles, les jeunes filles et les femmes, autrement par rapport à ce que les ambassades nous demandent de former. Je l'ai dit, nous en Afrique, là où on dit la discrimination, c'est la complémentarité. Il faut faire la part des choses. Et aussi, j'évoque l'histoire de la femme africaine. Lorsqu'on parle de la reine de Saba, lorsque la reine de Saba existait, en Occident, la femme ne pouvait pas diriger les hommes. Et même dans la Bible, on ne pouvait pas citer le nom de la femme dans la filiation. Mais cette reine de Saba, très intelligente, que même le roi Salomon, que la Bible dit, c'était le roi le plus sage. Mais le plus sage, mais il a prié les idoles de la reine de Saba. C'est que la reine de Saba qui était la plus sage, la plus intelligente que le roi Salomon. Nous avons la reine Cléopâtre, qui a fait fuir l'empereur Jules César pendant plusieurs mois. Et il a créé même une rébellion dans Rome, de Marc-Antoine, contre Rome. Ça, l'Afrique doit enseigner ça à nos femmes, que nous avons commencé à promouvoir la femme, la parité est venue
en Afrique. C'est l'Afrique qui est le berceau de la parité. Et pour terminer, il faut dire quoi? 70% de la population féminine aujourd'hui au Congo est jeune, c'est-à-dire moins de 32 ans. Et les ambitions, les besoins de cette catégorie, c'est quoi? Les études. Donc il faut travailler sur l'égalité des capacités. Les plaidoiries, c'est de dire, nous voulons voir des filles ne pas payer, étudier gratuitement dans des écoles techniques. Parce que vous ne pouvez pas vouloir être DG de la SNEL alors que vous voulez faire l'ISC. Il faut faire l'État. Et ça, l'État doit vous dire d'aller étudier gratuitement. Deuxième chose, il y a par exemple, les jeunes filles ont besoin du travail lorsqu'elles terminent. Les jeunes filles ont besoin du mariage. Mais aujourd'hui, les mouvements des femmes ont restreint les droits des femmes au nombre de postes au gouvernement. Or, si même on peut féminiser tous les postes politiques, il n'y aura pas plus de 3000 femmes qui seront servies. Depuis le président de la République jusqu'aux assemblées provinciales. Donc, je crois que le débat doit être bien réfléchi et c'est le rôle des ministres et c'est le rôle des mouvements de femmes. Merci. Ok. Est-ce que Noël, on ne peut pas demander aux femmes aussi, enfin leur donner, reconnaître qu'elles peuvent aller contracter un mariage de leur initiative? Une femme qui vient chez Noël, je vais vous épouser, monsieur Noël. Il faudra voter une loi dans ce sens. Même la polygamie aujourd'hui. C'est une question de culture. En Europe et Puisque c'est votre mot, en Asie, ça se fait. après avoir entendu Vous pouvez initier une réforme de la les idées qui ont jailli de part et d'autre. Les derniers mots. Les derniers mots, je rejoins, j'appuie totalement ce que Maître Carlos vient de dire tout à l'heure. On ne doit pas faire le focus seulement sur la politique, on doit voir aussi la sphère technique, la sphère formation, capacité, chercher à former compétences, plus de femmes capacité, dans la compétences, technique, dans l'ingénierie, pour que ces femmes-là demain soient à même d'apporter leur part dans le développement de notre pays, puisque nous y tenons. Ok. Tout ce que nous pouvons dire, le mois de la femme. Bonne fête à toutes les femmes. Soyons courageuses, instruisons-nous, formons-nous, parce que nous sommes importantes pour la société. Et étant donné que nous sommes des gardiens de valeurs, nous refusons qu'on puisse utiliser une femme simplement à cause de sa rondeur pour vulgariser Kimbo Peto. Ça, nous dénonçons. Le point est sexuellement transmissible. Ok. Voilà. On a vulgarisé avec des rondelles. Bonne fête Merci des beaucoup, femmes. monsieur À travers vous, nous le souhaitons à Bonne toutes les fête femmes aux mamans, bonne fête aux femmes. de la République démocratique du Voilà, Congo. Ok. Bon, puisque vous avez insisté tellement sur l'enseignement, eh bien, l'enseignement supérieur universitaire, que dire de l'année académique? Nous avons la chance d'avoir trois enseignants ici, trois enseignants. Et que dire de l'année académique en cours, chers enseignants? Bien, merci, directeur. Je pense que la vie est un combat. Se battre pour avoir des conditions d'existence qui vous permettent de pouvoir rendre service à la nation, c'est un droit reconnu. Les professeurs d'université, en fait, tout le personnel évoluant à l'enseignement supérieur, à un moment, on avait perdu complètement le pouvoir d'achat. J'ai toujours, tout à l'heure dans le couloir, j'ai dit, un assistant de premier mandat, le salaire que lui donne l'État, avec toutes les primes comprises, c'est 276 000 francs congolais. 276 000, ça représente combien de dollars aujourd'hui? C'est 130 dollars. C'est tout ce que gagne un assistant de premier mandat. Je ne vais pas dévoiler, le chef des travaux que je suis, le salaire qu'on me donne, c'est 713 000. Au moins, toi, tu touches. Moi, je suis non mécanicien. Oui, effectivement. Ça, c'est une autre problématique. 713 000 francs congolais, c'est à peine 350 dollars. Par rapport à un étudiant que je viens de donner un diplôme de licence qui va se faire médecin, qui va se faire demain magistrat, ingénieur, il touchera beaucoup plus que celui qui a été, que la nation, l'État a qualifié le plus apte. Ne reste pas à l'enseignement supérieur n'importe quel étudiant.
C'est l'étudiant le plus intelligent par rapport aux autres. Tout à fait. C'est celui-là qui reste à l'enseignement supérieur. Mais c'est celui-là, socialement, il est moins traité qu'un comédien. Il est moins traité que celui qu'on a délibéré après peut-être ce que le professeur dit sexuellement ou financièrement transmissible. Alors, vous comprenez ça? Cette injustice sociale qu'on a demandé à pouvoir réparer. Je crois que c'est un droit légitime. Et là, je salue le Premier ministre parce qu'il a répondu avec promptude à la demande du professeur, ce qui a amené le professeur à pouvoir suspendre le mouvement de grève parce que la condition sine qua non des professeurs était que la commission tripartite devrait commencer les séances de travail pour aller en détail par rapport au cahier de charges des professeurs, des corps scientifiques et des personnels administratifs. Mais de l'année académique, qu'est-ce que vous pensez? L'année académique, je crois que de lundi, les activités vont reprendre. Il y a des établissements qui ont des arriérés, des litiges énormes, comme chez nous à l'Université pédagogique nationale, à la faculté des sciences sociales. Nous n'avons pas encore délibéré la deuxième session de l'année académique passée. Il y a des étudiants qui détiennent encore de mémoire entre les mains qu'il faut organiser les séances de défense de mémoire pour la deuxième session. Vous êtes encore de l'an 2019, non, 2020-2021. C'est l'année académique, là, on a des litiges, mais au même moment, l'université prévoit également déjà lancer les enseignements pour l'année 2021-2022, déjà dès lundi, mais avec les classes de recrutement. Alors, malheureusement, Carlos, je termine par là, avec la réforme qu'on vient d'amener, LMD, on aurait aimé que cette année démarre premièrement avec un encadrement des formateurs, c'est-à-dire que le professeur, chef de travaux et assistant, pour pouvoir s'adapter à cette réforme, afin de bien assurer les enseignements et proportionnellement à la nouvelle réforme. Nous reviendrons, mais nous parlons de ce que vous pensez de l'année académique. Nous voici au mois de mars. Oui. Au mois de mars, alors que l'année académique devait commencer depuis le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, normalement, c'est au mois d'octobre. Vous savez que l'année dernière, on devrait faire un choix entre l'année blanche ou l'année de fraude. Alors, le gouvernement a choisi l'année de fraude. C'est-à-dire faire passer les enfants depuis l'école primaire jusqu'à l'université sans vraiment un contenu consistant. Alors, cette année, la rentrée académique était le 5 décembre. Mais suite à la grève, nous sommes encore là. Mais là où il y a un problème, monsieur le directeur, c'est que le gouvernement congolais doit bien définir qu'est-ce qu'on entend par l'école ou l'université. L'école n'est pas un bâtiment. J'entends souvent ça. On a construit une université telle, non. On a construit un bâtiment où habitera l'école ou l'université. Vous savez, à l'époque, lorsque Platon apprenait ou Aristote apprenait, il n'y avait pas l'école, il n'y avait pas premier gradué, il n'y avait pas de diplôme. L'école, c'était une relation entre le maître et l'élève. C'est ça. Donc, lorsque le ministre de l'ESU, le ministre de l'EPST met en tête qu'il y a école, il y a université, c'est lorsqu'il y a l'inter-échange ou la collaboration entre l'enseignant et l'apprenant. Et là, il va se poser la question. S'il y a un enseignant, qui est enseignant? C'est celui qui a la compétence, la qualification pour enseigner. Première chose. Deuxième chose, il doit avoir la motivation, c'est-à-dire, il faut que les conditions sociales soient réunies. Mon collègue vient de le dire. Est-ce que c'est un péché d'avoir distingué et d'être retenu assistant, chef des travaux à la faculté des droits? Moi, je suis juriste, je suis distingué, je suis retenu chef des travaux. Lui, au moins, il touche, il est sous-payé, mais moi, je ne suis pas payé depuis 2015. Donc, l'État me doit plus de 66 millions de francs congolais. Alors, mais quand on voit le magistrat, lui qui est allé là, celui qui n'a pas distingué, lui, le magistrat, le juriste magistrat,
Lui, il a 1500, 1000 dollars. Le médecin qui n'a pas distingué, lui, là, il a des primes de risque jusqu'à 2000 dollars. Mais le médecin retenu à l'université, lui, il doit toucher 150 dollars. Mais ça, alors que l'article 58 de la Constitution parle de la justice sociale. Ça, c'est un problème. Donc, je crois que nous devons aller... Je donne toujours l'exemple du président Bush. Lorsqu'on bombarde les jours de l'attentat, il était dans la salle de l'école maternelle, seul en train de suivre l'expérimentation de la nouvelle méthodologie des cours de grammaire de l'anglais. Le président de la République, voilà l'intérêt qu'on donne. Le même intérêt qu'on donne aux musiciens, qu'on donne ça aussi aux enseignants de l'université. Merci. Ok. Oui. Mes hommages à nos chers enseignants, parce que ce sont eux qui produisent la société qui est la nôtre. Nous sommes leurs produits. Et nous en avons parlé il y a 2 semaines, je crois, la place que l'on donne à l'enseignant. Et ici, je vais parler, comme vous le dites, en tant que politique, parce que j'ai analysé la situation et je pense qu'il y a quand même quelques points dont nous devons parler, quoique il faut aussi savoir, moi aussi j'ai été étudiant, et nous savons que ça fait quand même beaucoup de mal comme ça d'avoir des années élastiques, surtout pour ceux qui vont reprendre chez les pleins. Et il faut dire quand même que nous sommes aussi dans un contexte où ces problèmes avaient presque été résolus, hein, cette affaire de chevauchement d'années, mais maintenant nous y revenons. Et donc en tant que politique, je pense qu'il faut traiter la question des fonds. Parce que le vrai problème, c'est lequel, directeur? C'est un problème d'ordre social. Comment nous allons traiter ce problème dans le fond et résoudre la question de la place de l'enseignant, comme nous avons vu la fois passée, qu'en Corée, par exemple, la personne la mieux payée, c'était l'enseignant. Résoudre ces problèmes de fond veut dire qu'on doit remettre sur la table la question de la tension salariale, pas au niveau des institutions, mais au niveau du pays d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un barème qui respecte la tension en partant du président de la République, qui est en même temps personne et institution numéro 1 du pays, jusqu'au niveau le plus bas. Je pense qu'au niveau de l'échelle professionnelle, on parle du huissier. Il faudra revoir cela. Pas seulement en termes d'échelon professionnel, mais aussi en termes de profession. Ça veut dire qu'il faut qu'on revienne, parce que, vous savez, directeur, très souvent, cette question on fait du cosmétique. C'est-à-dire quoi? Les enseignants sont fâchés, il faut qu'on voie avec les enseignants. Les magistrats sont fâchés, il faut qu'on voie. Les médecins sont fâchés, il faut qu'on voie les problèmes des médecins. Non, non, non. Je pense qu'il faut remettre le tout sur la table. Dire, voilà, nous avons des professions qui sont des professions honorables à cause de ce qu'elles sont, et nous avons autre chose. Avec cette classification, comment nous présentons la tension salariale? Qui est la personne qui doit gagner le plus? Si c'est le plus, c'est combien? Et il faut veiller qu'il n'y ait pas d'écart injuste. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, je pense que nous aurons tous ici des difficultés à dire combien gagne le président de la République. Et tout comme nous aurons, vous avez vu, l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale avait du mal à dire combien gagnait un député. Alors que vous parlez ici de ce que vous avez enseigné au niveau universitaire, mais que dire de l'enseignant de l'école primaire qui a produit des ministres, des députés, des présidents de la République. Même des conseils d'université. Donc, je pense en tout cas, directeur, vous savez, quand on veut rebâtir une nation, il y a des questions profondes comme ça qu'on doit remettre sur la table, qu'on revoie un peu cette question de justice sociale en refondant tout et peut-être donner un nouveau modèle que l'Afrique va suivre. C'est de dire, voilà, telle profession, il faut en tout cas privilégier et la tension salariale, on va faire que tel puisse gagner, mais qu'il n'y ait pas trop d'écart parce que nous sommes tous des êtres humains. Pourquoi vous allez gagner 20 000 $ par mois et d'autres gagnent
des millions Et vous avez par le mois, diplôme de et vous avez peut-être le diplôme inférieur, et l'autre va devoir se contenter de $200. Ça n'a vraiment aucun sens. Et ça ne cadre pas avec notre constitution et même avec même notre culture. Il faut qu'on le dise. Okay. Ça, c'est pour un point directeur. Et juste pour atterrir, je pense que autre chose, c'est que les gouvernants doivent apprendre à privilégier le dialogue social. Très souvent, on a l'impression que on veut se cambrer parce qu'on est le gouvernement, nous sommes les plus forts, et les autres aussi, bien sûr, les professionnels, vont devoir faire aussi le bras de fer. Privilégions le dialogue social afin d'éviter que nous arrivions chaque fois à des moments de rupture, que ce soit dans le domaine sanitaire ou dans le domaine de l'enseignement. Il y a des ruptures comme ça. Imaginez-vous quand un étudiant perd une année. Tous ces étudiants qui perdent une année, c'est la République démocratique du Congo qui a perdu une année. Donc, privilégions les dialogues sociaux, refondons les choses et je pense qu'on pourra espérer un avenir meilleur. Alors, un autre homme politique. Oui, merci encore une fois la parole. Je suis du même avis que Aldarich. Le problème qui se pose dans notre pays est celui justement d'arriver à rétablir des équilibres qui tiennent compte d'une certaine, encore une fois, d'une certaine équité. Il n'y a pas égalité entre les différentes branches de la société ou les différentes professions. Cela résulterait de la politique que le pays devrait adopter. Je parle pays pour ne pas limiter ça à la vision d'un gouvernement. Il faut que le pays ait une politique de promouvoir tel ou tel secteur en fonction de ses objectifs de développement. Moi, quand je suis arrivé à l'université, c'était l'époque où la politique du gouvernement voulait promouvoir les sciences exactes. De sorte que, quand moi je me suis fait inscrire à la faculté de médecine et pharmacie, la bourse d'étudiants qui était accordée par le gouvernement était le double de ce qu'on donnait aux collègues qui allaient dans les sciences sociales. Donc, c'était une politique du gouvernement. Il faudrait qu'au niveau du pays, on définisse des politiques en fonction des objectifs de développement que nous avons. Quels sont les secteurs sur lesquels nous voulons mettre l'accent pour que le pays avance? Voilà, il faut booster ou tuyauter, comme on disait à l'époque, tuyauter des secteurs pour que on donne plus de faveur, qu'on consacre le maximum de moyens dans tel secteur pour l'amener à un certain niveau, de manière à tracter les autres secteurs. C'est une politique à définir. Alors, pour le cas présent, moi je vais prendre mon expérience. Je suis né au village. Je suis arrivé à Kinshasa à l'âge de 10 ans à peu près. Donc, mes premières années d'études, je les ai faites au village. En tout cas, je me souviens que dans les années 60, là, à l'époque du Conseil monétaire, le gros billet, Kassavou, là, tout ça, le gros papier là, l'argent n'arrivait pas toujours chez moi au village là. Dans ces milieux-là, nous, élèves, première, deuxième primaire, jusque-là, troisième, le mercredi et le samedi, nous allions faire les chants pour les enseignants. Les enseignants vivaient du produit des chants, auxquels nous, élèves, nous participions pour appuyer leurs épouses dans les champs pour labourer des grandes surfaces afin qu'elles puissent s'aimer et planter. Donc, le mercredi, c'était les jours, mercredi et samedi, c'était des jours de travaux manuels. Et ces travaux-là, nous, élèves, je vous dis, deuxième, primaire, troisième, nous les consacrions à aller aider les épouses des enseignants à agrandir leurs champs, afin que l'enseignant continue à assurer les cours en attendant que le salaire qui venait de Kinshasa arrive au village. La contribution des parents. Donc, c'est une expérience que moi j'ai vécue. J'ai appris à lire mon français, Mamadou et Bineta, à cette époque-là, grâce à ce système-là. Je ne dis pas qu'il faut le reproduire aujourd'hui, mais je dis que c'est une expérience dont il faut tenir compte
pour aider à résoudre les questions que nous avons ici. Quelle est la productivité par rapport à l'économie du pays de toute la masse humaine qui est dans le secteur de l'enseignement? Productivité. Si cette question-là est entrée dans l'ordinateur comme input, je crois que les solutions pourraient venir en tenant compte justement, parce qu'il faut arriver à produire. Notre système d'enseignement est peut-être le plus coûteux. L'enfant entre en maternelle à l'âge de 3-4 ans pour sortir diplômé à l'âge de... Moi, j'ai terminé l'université à 25 ans, 23, 24 ans, 25 ans. Donc, tout ce temps-là que l'enfant est à charge de l'État ou des parents, il y a moyen de trouver que cet enfant-là contribue à la production, peut-être à partir de 15, 16, 18 ans. Comment écourter les choses ou comment amener cet enfant-là à participer pour réduire les coûts de la prise en charge de l'enseignement. C'est des questions qu'il faut mettre dans la banque des pensées pour trouver des solutions afin de prendre en charge convenablement notre système éducatif. Oui, un petit mot, madame. Merci beaucoup, monsieur Noël. Je serai très brève. Moi, j'en appelle à la responsabilité de notre gouvernement. Si le gouvernement doit résoudre le problème, il doit résoudre le problème une fois pour toutes. On nous parle de la levée de la grève des professeurs. Mais les professeurs ne sont pas seuls. Il y a des chefs de travaux, il y a des assistants. Et une fois seulement les professeurs ont fait leur speech là, les assistants ont commencé à grogner. Voilà, nous aussi. Parce que les professeurs ne peuvent pas travailler seuls. Ils travaillent avec les assistants. Les professeurs ne corrigent pas les copies seuls. Le professeur ne donne pas des TP seuls. Ce sont les assistants qui je peux me répéter, assistent le professeur. Comment vous résolvez le cas des professeurs et vous laissez les assistants ainsi que les chefs de travaux? Nous sommes dans un cas où les professeurs d'université au Congo sont la plupart des politiciens. Ils sont moins dans les salles de classe que ailleurs, en dehors des salles de classe. Vous voyez? Et ce sont les assistants qui font le gros du travail. Mais on les laisse. Mais on s'occupe plus des professeurs. On dit voilà, désormais, on a arrêté, je crois, $2000. Je ne sais pas si vous allez me contredire. Et les assistants réclament, je crois, 4 millions. Une catégorie réclame 4 millions et une autre catégorie réclame 3 millions. Ils n'ont pas trouvé satisfaction jusque-là. Mais le problème n'est pas résolu. La commission paritaire qui va... Le problème n'est pas... Mais justement, vous dites que les cours vont répondre. Parce que le gouvernement a peur. Les étudiants de l'UPN, la fois passée, ont failli marcher. Et on est allé à la va-vite. Mais on n'a pas résolu le problème. Parce que les étudiants réclament la reprise des cours. Et on veut faire les choses rapides. Mais ça va vous rattraper plus tard. Donc c'est mieux de résoudre le problème globalement, définitivement. Si on doit donner à un assistant 4 millions de dollars, le pays ne manque pas l'argent. Si on doit donner à un professeur, je crois, 2 millions de dollars de francs congolais. L'écart là, les écarts là. Je ne connais pas le montant exact, mais on a quand même trouvé une solution par rapport au professeur à 2000 et l'assistant à $50. C'est un péché. On doit résoudre quand même cette inégalité-là. Et le professeur, il est au Sénat. Parce que si on laisse les assistants comme ça, vous voyez ce que les assistants font pour vivre. Rédiger les monographies à la place des étudiants. Nous formons quel genre de cadre demain? Quelqu'un qui passe à Longinaï, mais n'a pas rédigé son TFC. C'est l'assistant qui rédige parce qu'il a besoin de quelque chose. Non, ne continuons pas ça. Arrêtons ça, s'il vous plaît. Donnez aux assistants ce qui leur est dû. Donnez aux chefs de travaux ce qui leur est dû et aux professeurs, comme on vient de le décider. Mais résolvez le problème une fois pour toutes. Ok. D'accord. Alors, professeur Ngonzo, si vous pouvez nous résumer un peu, il y a 3 situations différentes qui se présentent. Les amis ont déjà proposé certaines pistes. D'abord, pour ce qui est des litiges ou des retards dans les années académiques, je pense que le ministère doit plutôt penser en termes d'harmonisation. Parce que si on continue à laisser les universités à opérer comme ça, on va seulement assister à des discours. Non, écoutez, telle date, c'est la clôture de l'année académique, telle autre date, c'est l'ouverture de l'année académique. Ce qui n'est pas vrai. Donc, quelqu'un parlait de solutions cosmétiques. Donc, ça sera simplement pour embellir
embellir et avoir des textes qui disent qu'effectivement, l'année académique a été ouverte le 15 octobre, elle a été clôturée le 31 juillet, par exemple. Ce qui n'est pas bon. Donc, on doit harmoniser. Moi, j'ai entendu le ministre dire que si la grève continue comme ça, je vais annuler l'année académique. Ça ne doit pas aussi être une solution. Hein? Je vois quand on est ministre, comme disait Simon, on doit d'abord dialoguer. On doit d'abord dialoguer. Trouver une solution qui va pratiquement résoudre de façon définitive cette question-là des arriérés ou quoi. On ne peut pas voir quelqu'un qui a un diplôme dont l'année académique se termine au mois de mars, et les autres là-bas, c'est au mois d'octobre, tantôt, il y a même d'autres qui terminent au mois d'avril. Non, ce n'est pas bon. Je pensais plutôt que, pour ce qui est du système LMD, toutes les universités devaient commencer au début de l'année académique normale, le 15 avril. Le 15 octobre. On commence le 15 octobre, parce que c'est ça l'année académique dans notre pays, tel que consacré par les textes. Et pendant toute cette période-là, on permet à ceux qui sont en retard qu'ils puissent terminer leurs arriérés. Les arriérés, ils terminent. Et recycler aussi les enseignants. Et effectivement, comme il y a le LMD, le problème du LMD, c'est l'enseignant. Qui va enseigner? Parce que nous commençons avec un système qui commence par une licence, master et doctorat. L'enseignant qui va enseigner, il va enseigner quoi et quelle méthodologie adopter? Ce sont des choses qui se préparent au moins 2 ans avant de lancer un système. Mais que faire de ces... Nous voici au mois de mars aujourd'hui. Que faire de octobre, novembre, décembre, janvier, février? Que faire? Je pense que si on continue comme ça, c'est-à-dire qu'au mois de mars, ça sera le 8 ou le 6, nous commençons avec une nouvelle année académique. Nous ne saurons jamais recommencer l'année académique au mois d'octobre. Ça sera difficile ou pratiquement impossible. Et je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller trop vite en besogne. Pour moi, je penserais que le ministère devait plutôt s'asseoir et dire on doit essayer un peu d'harmoniser toutes ces choses ici, les problèmes des salaires, les revendications des enseignants, et même la réforme elle-même, préparer les enseignants à être outillés pour enseigner dans les LMD. Tout ça pour démarrer en octobre. Pour démarrer en octobre, le 15 octobre. Et l'environnement, la logistique qui accompagne. La logistique qui l'accompagne. Préparer tous les budgets pour ça. Et le 15 octobre, on commence simplement une nouvelle 2022. Oui, on commence une nouvelle année académique. L'année Sinon, ce que nous allons faire, c'est essayer encore d'écourter l'année de fraude. L'année, il appelle ça année de fraude. Donc on écoute. Les matières ne sont même pas vues. Et par examen, bon, on a des codes, c'est fini, on proclame, et voilà, on a terminé l'année académique. Où est-ce que nous allons avec ça? Donc, le problème reste entier. Tout à fait. Et cela demande l'intervention du président de la République. Du président de la République. Je crois que le président de la République... le chef de l'État reste le seul maître. Évidemment. Et il a déjà donné un ton. Il a déjà donné le ton parce qu'il a demandé au ministre de l'Enseignement supérieur de pouvoir, à un moment, c'était qu'on devrait généraliser le système LMD. Mais le président de la République est intervenu au Conseil des ministres pour demander au ministre de l'Enseignement supérieur de pouvoir y aller méthodiquement parce que une réforme sociale n'est pas une opération de la cataracte. Et donc, il faut préparer... même celle-là aussi. Même celle-là, on prépare quand même des bistouris et on met l'anesthésie, on sait que je vais opérer. Là aussi, comment on appelle ça? Même les malades sont préparés aussi psychologiquement, qui va se dire quelque chose. Allez donc aller à va-vite avec une réforme, ça va échouer demain. Et ça sera encore comme cosmétique, comme on a tendance de le dire. On fait des discours avec pompe, mais à la fin des comptes, ça n'apporte aucun changement. Donc il faut que le système soit préparé. J'ai toujours dit que vous ne pouvez pas préparer ça tout simplement avec des états généraux de l'enseignement supérieur. Les états généraux doivent être les états généraux de l'éducation nationale, qui commenceraient de maternelle à porter de réformes au niveau secondaire jusqu'à prendre les étudiants au niveau... Nous l'avons dit ici. Alors quand on prend juste un petit secteur, ceux des secondaires font leurs réformes et disent maintenant c'est 7e, c'est 8e. À la fin, sur le plan du réel, sans contenu, ça ne change rien. 800 élèves à déverser en juillet. Chaque année,
800 000. L'université va à Lubumbashi également, fait ses états généraux, amène LMD, comme ça. Non, l'éducation c'est tout en tout. Même s'il y a 3 animateurs de secteur, mais ils doivent se concerter pour avoir une politique harmonisée et une politique commune. Donc, Directeur, s'il vous plaît, excusez-moi, directeur, accordez-moi, parce qu'on a parlé des LMD, accordez-moi 1 minute. Je voulais dire ce qu'on a rappelé, ce qu'on s'est dit la fois passée. C'est qu'en instaurant les systèmes LMD, nous voulons arriver à l'équivalence entre nous et les autres pour nous rendre compétitifs. Et aujourd'hui, est-ce que nous sommes sûrs d'avoir mis en place un programme qui fera qu'un enfant qui finit, un jeune homme qui finit l'université ici avec son master, soit compétitif vis-à-vis, ou des licences les 3 premières années, soit compétitif vis-à-vis, 3 ans, vis-à-vis d'un étudiant qui finit en France, en Ukraine, en Russie, en Belgique, ou en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Est-ce que nous sommes arrivés à produire cela? Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui finissent les humanités et qui ne sont pas capables d'écrire une phrase en français, alors que c'est la langue officielle et c'est la langue qui fait partie du programme. Donc, normalement, l'objectif doit être que d'ici, je ne sais pas, cette équivalence, on l'obtiendra peut-être dans 15 ans, 16 ans. Et c'est maintenant qu'on doit préparer, à partir de l'école primaire, revoir le programme, réformer, secondaire et universitaire. Mais on ne doit pas oublier que l'objectif, ce n'est pas d'avoir une équivalence analogique, mais c'est d'avoir une équivalence en termes de valeur. Il faut que l'étudiant qui sort de l'UNIKIN au bout de son master, donc c'est 5 ans, soit capable de compétir vis-à-vis d'un étudiant qui finit à la Sorbonne, par exemple. Ça, c'est post-universitaire. Oui, donc la licence. Oui. Et même, donc, c'est ça la question que j'ai posée au professeur. La République démocratique face à ces nouveaux systèmes, est-ce que nous sommes prêts? Nous ne sommes pas prêts. De plein pied dans ces systèmes. Nous ne sommes pas prêts. Pourquoi? Celui qui doit enseigner en licence doit avoir au moins un diplôme de master. C'est ça que dit la loi. Il doit avoir au moins un diplôme de maîtrise. Mais la majorité, 99% de nos enseignants sont des licenciés, qu'ils soient CT ou bien chef de travaux ou bien qu'ils soient assistants. Quand nous allons lancer le système, ce sont des licenciés qui vont commencer à enseigner. Donc nous allons violer directement la loi de départ. Et nous violons aussi la pratique, parce qu'en pratique, à l'université, enseigne à un cycle donné celui qui a un diplôme supérieur à ce cycle-là. On n'enseigne pas en licence quand on est licencié. Sauf si on a une licence augmentée, c'est-à-dire qu'on a une expérience professionnelle, on ne vous prend comme chargé d'enseignement. Mais on ne peut pas vous engager avec votre licence-là pour aller enseigner en licence, non. Et la loi est claire là-dessus. Mais pourquoi nous voulons forcer le système? Nous serons moins compétitifs par rapport aux autres. Moi j'ai enseigné au Kenya. Je voyais les étudiants ougandais et kenyans. En conclusion, que devons-nous faire? Prenons le temps. Moi, je dis, le 15 octobre, c'est pas trop loin. Prenons tout ce temps ici pour préparer tout ça, les questions de salaire, les questions de logistique, les questions de programme. Parce que le recyclage des enseignants. Les recyclages des enseignants. Toutes ces questions-là, on peut les préparer pendant tout ce temps ici. Et quand nous rentrons en octobre, on dit que maintenant on est outillé pour mieux commencer. Okay. Encore que autre chose dont il faut tenir compte, l'enseignement ne doit pas être, disons, le seul moyen ou le seul débouché qu'on laisse à la jeunesse. Parce que, je viens de poser la question, chaque année, les statistiques donnent que plus ou moins 800 000 élèves terminent le secondaire. Et que la capacité d'absorption à l'université n'est pas aussi élevée. Que vont devenir le trop-plein d'élèves qui n'ont pas de débouché à l'université? Donc l'enseignement, l'objectif final, ce n'est pas seulement d'être compétitif par rapport aux autres universités ou aux autres pays, mais c'est de répondre à nos besoins de développement. Économique. Où est-ce que nous avons le plus besoin de main-d'œuvre qualifiée ou formée pour que l'enseignement que nous organisons dans le pays aide le pays justement à pourvoir à ce besoin-là. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec la réponse qu'a donnée le professeur? Non, la réponse que le professeur a... Le temps, j'ai dit qu'il faut ajouter à cette question-là celle de la prise en compte de la masse humaine qui est dans le secteur. 800 000 élèves à la fin
de chaque année. Non, s'il vous Ils plaît. vont où? Il y avait une préoccupation tout par le rapport au monde LMD. S'il vous Non, plaît. on S'il a ajouté- s'il vous plaît, collègue, s'il vous plaît. C'est très important. Par rapport au système de LMD, il y a le préalable. C'est-à-dire quoi? Le LMD, ce n'est pas ce que je suis en train de suivre, même ceux qui se... Oh, je les respecte. Ceux qui sont aujourd'hui les formateurs de LMD aujourd'hui. Non. Vous savez, dans notre pays, nous avons un problème. C'est-à-dire quoi? Les profs, d'ailleurs, on a dit ça avec lui au couloir. Nous sommes dans un pays où, lorsqu'on a un PhD ou une thèse de doctorat, automatiquement on devient On est professeur et enseignant. associé. Non, ça ne se fait pas. Tous ces gens qui viennent avec leur thèse en Europe, quand vous terminez, vous commencez, vous êtes maître de conférences. Et progressivement, vous apprenez la qualification didactique pour devenir maintenant professeur d'université. Mais ici, quelqu'un qui a fini sa thèse en droit, en médecine, il devient professeur. Et c'est lui qui commence à Juste recycler après les la autres défense, hein. avec le système LMD. Or, le système de LMD a un contenu didactique. C'est-à-dire, nous mettons de l'approche par objectif vers l'approche par compétence. Situation, problème. C'est ça. L'évaluation cognitive vers l'évaluation par compétence. Ça ne s'apprend pas dans 3 jours comme on est en train de voir. On vient, on forme les gens, on donne un brevet de participation de 3 jours. Ça, c'est vraiment de n'importe quoi. Comment vous pouvez introduire le Coran avec les professeurs chrétiens? C'est ça les LMD. Qui n'a même jamais été dans une mosquée. C'est les LMD que nous sommes en train de vivre au Congo. Et j'ai dit, ça aura des conséquences graves. Je voulais ajouter une minute. Hein. C'est que le porte-parole de l'UDPS, Tshisekedi, a dit à un moment, c'est important, le problème du développement, des objectifs du développement définis. Je disais un jour à un ami, les visionnaires de la République, le président de la République dit, ma vision, c'est la revanche du sol sur le sous-sol. Je ne vois pas le ministre formateur capter cette vision pour en transformer à une politique de l'éducation. Vous allez, celui-là vous dit, ma vision c'est la revanche du sol sur le sous-sol, pour résoudre la question de l'autosuffisance alimentaire. Et du chômage. Et du chômage. Au lieu d'envoyer beaucoup plus dans les techniques avec l'agronomie, aller chez nous, dans les universités, ce sont des facultés de communication qui font le plein du monde. Relations internationales. Relations internationales, c'est Sciences plein. politiques. Droit et économie. Droit, c'est plein. Sciences Communication, je ne sais même pas qu'est-ce que les gens ont vu là-bas. C'est plein de plein. Et vous en avez dans chaque université avec une faculté de lettres communication. Mais pas, c'est les journalistes qui Alors, deviennent mais des quand vous députés allez en aujourd'hui. agronomie, Ah, ok. quand vous allez en agronomie, c'est 2 étudiants. C'est 3 étudiants. Et c'est plus grave que vous allez en polytechnique. Je l'ai toujours dit ici, la Chine vous produit plus de 800 000 ingénieurs diversifiés par année académique. Et nous, ça va faire 4 ans que la faculté de polytechnique n'a pas produit un ingénieur. C'est grave ça. Oui. Le département de mathématiques, combien d'ingénieurs, combien d'étudiants fréquentent? En chimie. Mais lorsque vous avez biologie, lorsque le coronavirus vous arrive, ce n'est pas un juriste qu'on cherche. C'est un biologiste qu'on a besoin. Lorsque vous dites non, les mangues pourrissent, mais ce n'est pas le juriste qui va, ou le politologue, ou le communicologue, ou je ne sais pas, qui va vous donner du jus. C'est le chimiste qui doit vous produire le jus. Alors, toutes ces facultés de production, chez nous, c'est vide, c'est déserté. On est en communication, on est en droit, on est à ceci, c'est plein d'étudiants. En théologie. En théologie même. Hein. Ah oui. Secteur, Donc, il a donné une réponse, c'est-à-dire décourager les étudiants d'aller dans ces facultés pléthoriques. C'est-à-dire, le ministre peut prendre un arrêté La pour dire, gratuité. vous voulez faire Mathématiques. RI, sciences politiques, communication, vous payez $500. Et dans des facultés où on a besoin d'étudiants, par exemple mathématiques, chimie, biologie, agronomie, vous dites $50. Non, mais Ça, c'est la on vous a manière. donné la politique du Il a gouvernement donné avec la l'exemple de bourse. Mobutu. La bourse d'études, Avec Mobutu, les sciences exactes. avec Mobutu, M. Kambelembele Oui. venait de nous dire ici que les sciences exactes avaient une bourse supérieure, À ceux qui deux, font les sciences sociales. 2 fois plus Oui. par rapport à ceux qui faisaient C'était ça. d'autres Les sciences disciplines. sociales. Donc, ce sont des problèmes qu'on doit résoudre pour rencontrer l'avis du professeur Ngonzo.
moi je pense, autant ne pas précipiter la rentrée académique qui ne sera pas une rentrée académique. Une année de fraude. Oui, vous appelez ça année de fraude. Des badigeonnages. On badigeonne. Jésus a dit cosmétique. On met de la peinture sur les tombeaux. Peinture sur les tombeaux, alors qu'il y a des pourritures en dessous et on met la couleur blanche au-dessus. Donc, je pense que ça, c'est pas rendre service au pays, c'est au contraire nuire, détruire le pays. Autant perdre quelques mois qui restent pour arriver au mois d'octobre, autant les perdre et bien préparer la rentrée académique de façon digne. Nous avons dit cette réforme doit aller de primaire jusqu'à l'université. Et puis, si possible, si les chefs d'État aussi peuvent revoir au lieu de parler. Quand moi j'étais élève, il n'y avait pas le ministère de l'enseignement, c'était le ministère de l'Éducation nationale. C'est le même ministère qui dirigeait dès l'université jusqu'à maternelle. Et le bureau était au coin de Batété. Ok, voilà. Nous pouvons revoir ces systèmes-là. Passons à autre chose. Il y a aussi un problème qui est important. La République démocratique du Congo a des ambassadeurs à travers le monde. Et la semaine qui vient de s'achever, il y avait une réunion, la 12e, je pense, c'est la 12e, qui a regroupé pratiquement tous les ambassadeurs que nous avons à travers le monde et les chefs de mission. Alors, nous avons quelqu'un qui est aux affaires étrangères, qui est à la coopération. Intégration régionale, qui assiste. Vous avez eu l'occasion d'assister à cela. Oui. Est-ce que vous avez une idée de la conférence qui vient de se tenir par rapport à d'autres qui sont tenues précédemment? À quoi ça se diffère un peu? Bon, c'est que ça, c'est une évidence que le constat a été malheureux, que toutes les recommandations de la 11e conférence diplomatique, c'est pratiquement, on a constaté que rien n'a été exécuté. La dernière, c'était en 2011, je ne me trompe pas, ça va faire plus de 10 ans. Or, la coutume exige que chaque 3 ans, il faut faire une conférence diplomatique de manière à évaluer la capacité et l'efficacité de notre diplomatie et prendre de nouvelles orientations au niveau de la centrale, mais également résoudre le problème de l'administration, le problème du personnel. Mais ce qui est à saluer, c'est qu'il y avait un retard énorme. Avec toute la mutation politique que le pays a connue, les ambassadeurs sont les représentants du pays à l'extérieur. Ce sont eux qui amènent tout ce qu'il y a comme besoin du pays à la quête et de la sécurité sur le plan diplomatique, mais également l'économie pour ce qu'on appelle la diplomatie du développement, de manière à apporter par la politique extérieure des ressources nécessaires, mais également les opportunités de création d'emplois en termes d'entreprise. Mais il y avait une certaine léthargie qui s'était installée depuis la 11e conférence diplomatique, ce qui fait que tout ce qui a été posé comme problème à la 11e conférence diplomatique, ce sont les mêmes problèmes qui sont encore revenus, les problèmes de salaire de diplomates, les problèmes de frais de fonctionnement, les problèmes du personnel, les problèmes de bâtiments en termes d'immobilier, ce sont les mêmes problèmes. Ce qui est plus important, c'était beaucoup plus cette fois-ci les grandes orientations données par le président de la République dans son discours le jour d'ouverture. J'ai senti un président panafricaniste, et ce qui fait récemment de quitter les fonctions de président de l'Union africaine. Il a une vision cette fois-ci qui ne doit pas être une vision sectorielle, une vision paroissiale, qui ne parlerait que du Congo, parce que le Congo, à lui seul aujourd'hui isolé, ne ferait pas face, mais une vision qui veut vraiment créer que l'Afrique soit en bloc pour peser vis-à-vis des autres blocs économiques, et même en termes de revendication maintenant de l'importance de l'Afrique au niveau des Nations Unies et de toutes les structures spécialisées
du système des Nations Unies, le Congo doit faire attendre sa voix. Je vis également dans son discours d'orientation un président qui a le souci de faire promouvoir les Congolais. Une tâche ardente a été donnée au ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, mais également celui de l'intégration régionale et francophonie dans toutes les organisations internationales, là où il y a opportunité aujourd'hui qu'il y ait les placements. Le Congo doit faire attendre sa voix et avoir des Congolais à travers, pour éviter que quand vous prenez tout ce que nous avons comme structure ici, au niveau du système des Nations Unies et plusieurs organisations internationales, quand vous voyez les représentants, ils sont africains comme nous, mais beaucoup plus de Ouest africains. Beaucoup plus sont de Ouest africains et moins de Congolais dans ces structures-là. Ou des Congolais non congolais. Pardon? Et parfois beaucoup plus de Congolais non congolais. Effectivement. Oui. Ouais. Et donc le président a donné des Congolais non congolais. Une orientation claire aux deux ministres intégration régionale et francophonie des affaires étrangères et coopération de pouvoir cette fois-ci veiller sur ces intérêts-là parce que le monde c'est un village aujourd'hui planétaire et donc il faut intégrer. Il a travaillé également à donner une orientation sur les projets intégrateurs. Nous appartenons à plusieurs zones, ce qu'on appelle les communautés économiques régionales. Mais pourquoi est-ce que nous avons... Il y avait combien de diplomates qui sont arrivés? C'est nombreux, je ne sais pas, toutes nos missions diplomatiques. Nos missions, c'est combien à peu près? 65. 65. Ouais. Mais pourquoi est-ce que nous avons 65 missions diplomatiques? Mais on ne sent pas la présence de la diplomatie congolaise. Non, c'est que le président de la République, par sa vision, il dit, nous devons bâtir sur le plan d'une vision, mais également construire l'État. Les relations internationales montrent que lorsque, au niveau intérieur, vous êtes un État faible, vous n'aurez pas une diplomatie faible. Parce que la diplomatie, ce n'est pas subir. La diplomatie, c'est agir au lieu de subir. Or, pour agir, vous devez avoir une base arrière. Si la Russie n'avait pas cette capacité militaire, elle allait subir. Mais elle agit par fait des capacités de l'État. Et donc, le président de la République, dans sa vision, il veut que les deux se construisent au même moment. Au même moment que nous construisons les capacités de l'État au niveau intérieur avec les différentes réformes, au même moment que cela donne l'appui à notre diplomatie de pouvoir agir là où il faut agir. Mais aujourd'hui, après cette réunion 12e, cette conférence, vous en sortez avec quoi, par exemple? Des concrets? Non, le concret, c'est qu'on ne voudra pas le concret en termes de Katoubianza, non. C'est le concret en termes de l'appropriation de la vision. Le concret, c'est en termes de l'appropriation de réformes. Le concret, c'est en termes de l'appropriation des grandes orientations. Mais maintenant, chaque ambassadeur, là où il rentrera dans son pays, il sait que le premier diplomate congolais nous a dit et nous a assigné de missions. Et que l'option a été levée, chaque 3 ans, il faut organiser cette évaluation qui est nécessaire pour redonner du tonus, pour redonner de la nouvelle énergie à notre diplomatie. On ne dirait pas que ces ambassadeurs ne savaient pas quel rôle doit jouer l'ambassadeur avant. Cher directeur, un ambassadeur qui a 10 mois d'arriéré de salaire, un ambassadeur qu'on a chassé de la maison parce qu'il ne sait pas payer les loyers, un ambassadeur, on a même donné l'exemple à un moment, le président arrive... le ministre des Affaires étrangères arrive en Italie, notre diplomate, l'ambassadeur de l'Italie n'a même pas une voiture de service. Vous comprenez, dans cet environnement de démotivation totale. Mais au moins cette fois-ci, l'option a été donnée, l'instruction claire a été donnée d'apurer tout ce que nous avons comme arriéré en termes de salaire, en termes de fonctionnement, et que même une commission a été mise en place entre les Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre du Budget, parce qu'aujourd'hui, le président voulait bien remettre le Congo sur la scène interne. Même les cotisations au sein des organisations régionales, ou sous-régionales, même les organisations internationales, là où le Congo avait des arriérés qui ne vous permettaient pas au Congo de prendre parole, ni d'avoir accès aux documents de travail, les orientations, à travers ce que le président a dit, les orientations ont été clairement données. Le Congo est en train d'apurer ses arriérés, mais également d'honorer ses diplomates en les mettant dans de bonnes conditions de travail. Moi, je pourrais... Ok. Mais alors, je lui pose une autre question parce que lui a participé. Oui. Est-ce que vous avez parlé des passeports?
Bon, les passeports, ça relève de l'administration locale ici. Mais je pense que c'est une question qui a été également abordée. Je pense que depuis ce temps, pour avoir un passeport, il n'y a plus de la magie. C'est beaucoup plus de facilité pour avoir un passeport congolais aujourd'hui. Nous ne sommes plus en rupture des stocks. Celui qui a besoin de son passeport, dès qu'il constitue son dossier normalement, il a son passeport dans les délais. On a décentralisé. Non, il y avait une option de pouvoir créer les centres de capture. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que tout le monde ne vient se faire capturer qu'un seul centre pour la République, les affaires étrangères. L'option était maintenant de pouvoir décentraliser en multipliant les centres de capture. C'est décidé. C'était décidé. Maintenant, c'est l'opérationnalisation, la matérialisation qui reste. Alors, on a parlé aussi des immeubles de l'État que l'État ne maîtrise pas. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, cette question a été abordée, la question des immeubles dans nos ambassades. Nous avons beaucoup de pays où nous avons, des pays comme le Burundi, vous avez presque des hectares en termes de ceci. Là où il y a l'ambassadeur Mutamba, c'est je crois en Tanzanie, on a plus de 5 parcelles. Mais là où on a beaucoup plus plaidé, où ça nous gêne, c'est notre bâtiment au Gabon. Ces bâtiments-là, je pense que Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, devra veiller parce que ça, à côté, vous avez l'ambassade du Mali, vous avez l'ambassade du Congo-Brazzaville qui montre, mais le Congo présente un bâtiment comme un bâtiment de réfugiés. Et donc, c'était très écœurant. Et l'affaire a été prise entre les deux bras. Parce que le premier diplomate a instruit clairement que le Congo, le Gabon, c'est le siège de la communauté économique, non, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Le siège, c'est au Gabon. Et pour l'instant, la présidence de la CAC est assurée par la République démocratique du Congo. C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui est le président en exercice. C'est-à-dire que notre ambassade du Gabon sera à tout le temps sollicitée parce que les gens doivent venir chez nous. Mais avec un bâtiment tel que ça se présente aujourd'hui, ça n'honore pas la République. Et donc, une instruction a été donnée de manière rapidement, ces bâtiments du Gabon soient refaits. Ok, donc on reviendra sur le problème, la conférence diplomatique. Vous avez... Oui. D'ailleurs, un petit commentaire d'abord sur ce qui vient de dire. Une minute, parce que nous avons... La CENI, on n'a pas encore abordé. Juste un petit commentaire et puis je disais pour l'ambassade de la RDC au Gabon. Moi, je me rappelle, on a été, en tant que pharmacien, on a été participer à un congrès des pharmaciens africains à Libreville en 1985. Et notre ambassadeur du Zaïre à l'époque n'a pas pu accueillir la forte délégation qui venait du Zaïre. Nous étions la plus forte délégation parce que, en termes de population de pharmaciens, notre pays a de l'avance, ou avait de l'avance à cette époque-là par rapport à d'autres pays africains. Nous étions la délégation la plus forte, une vingtaine de pharmaciens. Mais à l'ouverture de la cérémonie, notre ambassadeur a dû s'éclipser parce qu'il était en mauvaise posture. Là, c'est pour parler de les difficultés de notre ambassade au Gabon, déjà depuis les années 1985. Alors, l'autre question de mon intervention, c'est par rapport à la force de la diplomatie, diplomatie de développement. Vous voyez les communautés ouest-africaines qui vivent ici au Congo, ici. Elles sont appuyées par leur pays d'origine. Le Nigeria n'a jamais produit autant de moteurs de pièces de rechange tels qu'on les vend ici. Mais c'est cette communauté-là qui fait rentrer de l'argent au Nigeria parce que la plupart des pièces de rechange que nous avons à Kassavou, Matongé, là-bas, les maisons, c'est des Nigérians. C'est Nigérian. Et vous comprenez que la présence d'expatriés ouest-africains ici fait vivre certaines économies africaines à partir de notre pays ici. Donc, diplomatie de développement, que nous sachions, nous aussi, comment influer sur les pays où de grandes communautés congolaises se retrouvent, s'ils sont appuyés par le gouvernement. Ok, Madame Bongo. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Moi, je serai très brève. Vous savez, entre les pays, ce sont les intérêts qui comptent. On ne fait pas les beaux yeux à un pays qu'on n'a rien. Les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et un pays vit par sa diplomatie. Si vous voulez connaître comment évolue un pays, regardez sa diplomatie. Et Dieu soit loué parce que notre pays vivait dans un certain
isolement. Mais avec l'arrivée du président Tshisekedi, on a senti quand même que notre pays devient visible et fréquentable. Et concernant le problème de nos ambassades, monsieur le directeur, le problème c'est simplement l'argent. Donnez l'argent à nos ambassadeurs, équipez les ambassades. Vous avez peint le tableau tout à l'heure, mais c'est écœurant. Quand vous allez dans un pays africain ici, cherchez l'ambassadeur congolais dans ce pays, il faut le chercher avec la torche. Vous y allez chercher la communauté congolaise, elle est éparpillée. Oh, remarquez ces petits pays-là, ils sont très organisés. Les Maliens ici, ils savent où aller quand il y a un problème. Mais la communauté congolaise, par exemple, au Soudan, elle va aller où? Quand le président fait le tour de la planète ici, chercher des investisseurs, mais ce sont les ambassadeurs qui devaient vendre l'image du pays. Le président n'allait pas se déplacer comme ça. Les ambassadeurs ne font pas leur travail. Les ambassadeurs sont inexistants. Et c'est depuis plus de 20 ans maintenant que notre diplomatie est moribonde. Mais à l'époque de Mobutu, ce n'était pas comme ça. Donc, on doit quand même écrire un nouveau narratif sur notre diplomatie. Tenir compte aussi de la diplomatie secrète. Nous devons aussi être forts dans la diplomatie secrète. Donc, on doit équiper nos ambassades, acheter des bâtiments, parce que la plupart de nos ambassadeurs aujourd'hui à l'étranger vendent les bâtiments parce qu'il n'y a rien, on ne lui envoie rien. Comment il va vivre? Comment ses enfants vont vivre? À l'époque, quand on disait que tel est ambassadeur, vous voyez les enfants de cet ambassadeur. C'est la bancarisation de la paye des diplomates. Tout ça, c'est rien. Oui, pour résoudre le problème de on a vu ces ambassadeurs, certains ne savent même pas chanter l'hymne national, même si on le paye. Quand tu es ambassadeur, tu ne connais pas chanter l'hymne national. Tu vas vendre quelle image du pays? Diplomatie, prenez en charge les ambassadeurs et vous verrez que notre diplomatie va marcher sur les rails. Ok. Juste une minute. Oui, une minute, professeur. Merci beaucoup, directeur. Moi, j'ai vécu avec un ambassadeur, donc, un diplomate, et on parlait de tout, de rien. J'ai trouvé que le problème de la diplomatie congolaise, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Quand vous parlez de la vente des ambassades, mais Kamita, tu avais vendu l'ambassade du Japon. C'est l'état de Mobutu. C'était à l'époque de Mobutu, à l'époque déjà. Et je parle du Japon, je ne parle pas d'un pays africain ou d'un pays, mais du Japon. C'était, je crois, 82. Vous vous rappelez encore de ce qui s'est passé en France avec Ramazan, je crois, qui était ambassadeur, tout ça. Le problème de nos ambassades, c'est qu'ils sont en train de faire une diplomatie de l'Antiquité. Ils font seulement la représentation. Mais la diplomatie aujourd'hui, j'étais dans une discussion aux Nations Unies sur comment utiliser l'intelligence artificielle pour la diplomatie. Mais nous sommes au XXIe siècle. Nous devons parler des problèmes du XXIe siècle. Non pas des problèmes de salaire, on ne paye pas les ambassadeurs, tout ça. Ça, ce sont des problèmes dépassés. Le pays a des moyens pour payer les ambassadeurs. Donc, c'est question simplement que si le chef d'État a cette volonté-là de payer les ambassadeurs, c'est d'intimer l'ordre. Et ça va se faire. C'est fait. Donc, on doit changer notre vision de la diplomatie. Il n'y a pas que la représentation, il y a aussi la prévention de conflits et l'arbitration et la négociation. On doit tout incorporer, mais avec des techniques nouvelles. Voilà. Et des hommes compétents. Des hommes compétents. On ne voit pas notre ambassadeur réagir. Ce sont les Congolais ici qui réagissent. On malmène les Congolais en Inde. Ce sont les Congolais ici qui réagissent. Et c'est parce qu'il y a un pays où il est incompétent. On vient de tuer un Congolais au Brésil. Je ne sais pas si on a un consulat là-bas ou un chargé de mission. Aucune réaction au niveau de notre gouvernement. Mais moi, je devais intervenir pour un étudiant congolais qu'on a attrapé au Kenya. On dit que non, écoutez, il est parmi les terroristes. Moi, je devais intervenir comme professeur d'université. Et ces gens-là, les gens de la sécurité m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, tu vas signer. J'ai appelé l'ambassade. Non, pauvre, comme tu es là, résous le problème. C'est pas ça la diplomatie. Moi, je crois que si on veut payer, il faut d'abord recruter les nouveaux, les hommes compétents. Oui, beaucoup de choses ont été dites ici. En matière de diplomatie, aujourd'hui, je pense que le Congo il y a deux grands axes qu'on doit prendre en considération. C'est le développement, donc le développement économique, et ce sont les questions de sécurité notamment, parce que nous sommes un pays avec 9 frontières, un pays qui est l'un des plus visé au fait par les autres nations à cause de ce convoité, à cause de ce que nous régorgeons comme richesse. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait au fait? Je pense que déjà même au niveau du casting, il faut qu'on se définisse des objectifs d'abord, certes,
Et après, le casting. Aujourd'hui, je vois beaucoup de diplomates qui sont fiers quand il y a des Turcs, il y a des Libanais qui viennent au Congo parce qu'ils viennent chercher des opportunités d'investissement. Bon, ils viennent pour gagner. Mais dans un contexte où on parle de l'intégration régionale, nous, avec nos 9 frontières, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à être dans plusieurs organisations régionales et sous-régionales. Nous le sommes déjà. Mais nous gagnons quoi? Parce qu'en étant là, nous sommes obligés d'ouvrir nos frontières. Tout à fait. Les ambassadeurs, je pense que s'il faut parler d'agents d'intelligence, ils sont les premiers agents d'intelligence pour la RDC dans les pays où ils se trouvent. Ils devraient travailler à trouver comment est-ce que la RDC va gagner des autres pays et travailler activement pour que des Congolais soient mis à contribution et avoir cela. Il y a plusieurs conférences ou rencontres comme ça économiques avec plusieurs communautés dans certains pays. Et la RDC n'est jamais représentée. Les Congolais vont et ils ne trouvent pas de représentation étatique de la RDC. Donc il faudrait vraiment qu'en termes d'intelligence, qu'il s'agisse de l'économie ou de la sécurité, que nos ambassadeurs soient vraiment... Et je pense que le casting, c'est quelque chose à ne pas négliger. Aujourd'hui, le Rwanda, quand ils envoient des ambassadeurs à travers le pays, ils n'envoient pas n'importe qui et ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Tout à fait. Et s'il vous plaît, une seconde. Il y a un problème. Oui, il faut les payer. Mais il ne faut pas croire qu'ils sont aussi pauvres. Les visas de la RDC, c'est le visa le plus cher, parmi les visas les plus chers du monde. On me disait ça ici au Cameroun, partout. Je paye le visa du Cameroun $120. Mais les Camerounais, pour venir au Congo, ils payent $300. S'ils veulent avoir les visas rapides, ils payent $400. Tout cet argent entre où? Dans les poches de ces ambassadeurs. Mais pour faire le travail, ils se plaignent. Donc, il faut qu'on les paye, c'est leur droit, parce que nous aussi on réclame les droits, mais aussi il faut qu'ils puissent aussi avoir l'amour de la patrie. Surtout, l'amour de la patrie. Nous devons aimer notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Nous disons merci à la réalisation tenue par Kalima Simbungu. Nous disons à l'équipe technique de caméramens tenue par Vambidi. Et nous disons à Simon Makiadi pour la lumière. Merci. Merci aux intervenants. Merci beaucoup. Merci. Nous n'avons pas abordé les problèmes de CENI, cette machine électorale. Ça a grippé ou ça tourne rond. Nous verrons ça la semaine prochaine. Nous sommes sur YouTube, mesdames et messieurs. Au revoir et à la semaine prochaine. Namoyo kani bodiso na tebo, tusi baba yeta unite.